Alors, bonsoir. Je vais commencer par une petite introduction sur le programme en général, et puis après, je ferai une introduction un peu plus spécifique. Peut-être que je vais me lever parce que je n'ai pas l'habitude de parler assise. Alors, Les mots troubles est un programme de rencontre autour du texte dans sa dimension orale. Il est certain qu'on peut lire à voix haute les textes voulus, néanmoins, certains sonnent et d'autres moins. Pour certains, dès le départ, l'auteur les a écrits pour qu'ils soient dits, comme un auteur de théâtre ou un parolier. Pour d'autres, comme le romancier, cette oralité est sûrement moins évidente. De mon côté, j'écris toujours mes textes en les entendant et en les disant, et je me demande s'il en est de même pour Laetitia, Ndaye ou Jeanne. Quel est le rôle de l'oreille? Quel est le désir de la voix? Que veut-on de ceux qui l'écoutent? L'oralité du texte a précédé sa forme écrite, nous le savons tous, avec comme grand vecteur l'histoire, les histoires que l'on raconte aux autres. L'histoire est au cœur des liens. Le conteur, le narrateur étaient des personnes clés au sein des tribus, des familles, des villages. Mais depuis les années 90, aux États-Unis comme en Europe, le rapport aux histoires a été envahi par des logiques de communication et de capitalisme sous la forme de ce qu'on appelle le storytelling. Alors, à l'heure où tout n'est qu'histoire, quelle est la place de ceux qui racontent aujourd'hui dans la grande machine des histoires, machine à émotions capitalisées? Comment les écrivains, écrivaines, auteurs, autrices, artistes, poètes, poétesses se situent-ils? Où peut se penser la résistance des histoires face au storytelling? Ou comment peut-on en user pour en reverser le paradigme? Que raconter après Twitter avec YouTube? Au travers des 5 sessions de lecture, de rencontres et d'écoute, nous tenterons d'éclairer ces questions avec des auteurs et des voix, une multiplicité de voix pour une multiplicité de points de vue et surtout du désir, le désir d'être ensemble pour parler et surtout pour écouter. Ladies and gentlewomen, je suis si heureuse de vous voir avec nous ce soir. Je voudrais remercier en premier la Fondation Ricard et sa super équipe pour sa présence et particulièrement Paul pour ce super display. Merci à Antonia, Franck, Inès, Noémie pour leur bienveillance et à Colette pour sa confiance et son enthousiasme. Merci à Alexis pour son accompagnement à la librairie, à laquelle vous pourrez trouver une sélection d'écrits sélectionnés pour les mots troubles, qui va s'étoffer au fur et à mesure de notre année ensemble. Et ce soir, en exclusivité, vous pourrez y trouver les éditions Canon de Jeanne Moineau. Nous aurons tout notre temps dans ce salon au Café Mirette pour trinquer après ensemble. Ce soir, vous pourrez picorer et vous désaltérer durant la conversation. Les toilettes sont au bout du couloir. L'idée, c'est d'être cosy et de se sentir bien ensemble. J'ai amené du nougat, ça ne fait pas vraiment sens, aussi peu sens que ma tante qui m'en offre plein. Alors je me suis dit qu'on pouvait partager ensemble le nougat de ma tante. Aucune obligation, ne prenez pas cela pour une hostie, c'est juste du nougat. Et mon mari d'ailleurs me disait que ce n'est pas du nougat, mais du Turkish Honeybar. Ce soir, je suis très heureuse de vous introduire le premier chapitre des mots troubles, un programme de 5 épisodes concocté grâce à la Fondation Ricard. Nous nous retrouverons 5 fois de octobre à mai avec plein de superbes invités autour du texte performé. Cela a été un long cheminement pour moi. Je voulais vous faire entendre des voix que j'aime, des voix importantes, des voix engagées, poétiques, drôles, tendues et sûrement pas éteintes. Des voix fortes, car aujourd'hui nous avons besoin de ces voix pour nous accompagner au travers de ces temps durs et troublés, pour nous aider à penser, à analyser, à digérer, à se questionner et à rire. Ce soir, vous m'excuserez un peu, car c'est la première fois que je conçois ce genre d'événement et que je me retrouve à cette place-là. Et ce soir, je suis super honorée d'être là avec vous et avec nos 3 invités qui travaillent à partir du texte. 3 invités avec lesquels nous allons réfléchir sur la notion d'humour et de second degré, qui représentent pour moi des relations essentielles à l'art et au rapport au monde. Ce soir donc, je voudrais que nous applaudissions Laetitia Paviani, Ndaye Kouagou, et Jeanne Moineau. Après cette petite introduction, je souhaiterais vous dire quelques mots de bio sur nos invités, et puis nous les écouterons lire des textes qu'ils ont écrits, et nous visionnerons aussi une vidéo d'Ndaye. Alors, Laetitia Paviani est une autrice indépendante.
Elle commence à écrire aux Beaux-Arts de Paris, où elle se défait de toute matérialité, et sur la base de cette nouvelle économie, plus libre, sa pratique de l'écriture, liée à l'art dans sa méthodologie, prend la forme de fiction analytique, d'histoire, d'essais souvent personnifiés ou dialogués. La vie de son écriture se poursuit par choix loin du format long, classique et individuel de la littérature française. Elle se disperse au cœur des ouvrages collectifs, magazines, catalogues, aux côtés des artistes, ou se rassemble en ligne gratuitement sur le site Canapé d'Angle. En 2015, elle inaugure la première résidence d'écriture de la Galerie Loisy-le-Sec, puis est invitée en tant que commissaire à 13. Elle y lancera le projet Baby Doc, conçu et édité avec l'artiste anglaise Camilla Vils, un petit magazine qui grandit à chaque nouveau numéro et se déplie en exposition. Éditorialement, humainement, grandir et diffuser est un problème. La résolution de cet éveil et de cette diffusion est une nouvelle étape artistique. Ses premiers textes ont vu le jour dans la revue Pétunia. Aujourd'hui et pour toujours, elle collabore encore avec des revues indépendantes et féministes, comme How to Become. Ndaye Kouegou est un artiste et performeur basé à Paris. Sa pratique s'articule principalement autour de textes, dont il est l'auteur. Volontairement ou involontairement confus, il tente tant bien que mal d'apporter une réflexion sur ces trois sujets, malaise, pouvoir et vulnérabilité. Le résultat est ce qu'il est. Il décrit son travail comme assez intéressant, mais pas si intéressant que ça, ou peut-être pas intéressant du tout. Il a notamment présenté son travail à Auto Italia South East à Londres, au Vils, au Centre Pompidou, à Central Fies et à Lafayette Anticipation. Il a aussi lancé son projet d'édition Young Black Romantics. Jeanne Moineau décline son appétence pour le visuel et le vivant sur des supports variés, spectacles, performances, installations et vidéos. Et au fil de ses projets, elle dessine un monde parsemé de punchlines, peuplé de vitraux en poubelle et de monuments en papier. Chaque œuvre est un épisode construit sur la mise en récit d'aventures personnelles qui lui offre à chaque fois la possibilité de vivre une expérience spécifique, tant existentielle que pragmatique, découvrir son homosexualité au coin d'une étagère en rangeant son atelier, prendre la mesure du temps qui passe en pratiquant la composition florale. Avec humour, elle joue avec les stéréotypes culturels et fait tomber les masques. Elle met en évidence nos contradictions et montre que les rôles sociaux que nous endossons sont parfaitement versatiles et qu'ils peuvent être retournés contre nous en un clin d'œil. Son travail est montré dans le champ du spectacle vivant, notamment au festival Actoral, au théâtre de la Cité internationale, dans le cadre du projet New Settings de la Fondation Hermès, au CDN d'Orléans ou au Centre Pompidou. Jeanne Moineau est accompagnée par Actoral, bureau d'accompagnement d'artistes. Alors, maintenant, comme je ne savais pas qui connaissait qui et qui connaissait quoi, j'ai proposé à nos invités d'avoir un premier temps de lecture et de visionnage. Et à partir de ces moments-là, en fait, des textes dans ce qu'ils sont, on pourra entamer la discussion avec eux. Alors, moi, j'ai quelques questions prêtes, mais vous êtes aussi vraiment les bienvenus, en fait, à participer à ce moment avec nous. On peut commencer par Laetitia, Jeanne. Allez, frisouille. Alors, je vais vous lire deux textes, enfin là, un de critique fiction. Donc, c'est toujours des textes que j'écris pour des artistes. Celui-ci a été écrit en 2015, il s'appelle Frisouille, et je l'ai écrit pour une artiste qui fait de la bande dessinée qui s'appelle Dani Steve. Voilà. Et oui, en fait, je m'étais intéressée surtout à une série de dessins, en fait, où elle fait des dessins vraiment en tourbillon et tout ça. Donc, je me suis intéressée à la notion de frisé, de lisse et aussi d'aventure, en fait. Une ligne droite ou une ligne compliquée. Alors, Frisouille. Salut. Salut, toi. Salut. C'est à moi, ça. Non, c'est à moi. Donne-le-moi. Non. C'est à moi, ça. Non. J'ai 3 ans. Non. J'ai 3 ans, tu ne me crois pas? Non, c'est pas ça, 3 ans. J'ai 3 ans. C'est pas vrai. J'ai 3 ans, moi. Non. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Tu me crois pas que j'ai 3 ans? Je vais pleurer. Je pleure. Ouh. Ah. Je m'appelle Petit Kiki. Bouche en cœur. Ah, non. Je m'appelle Petit Kiki. Bouche en cœur. Ah, non. Je dors. Je dors. Non. Je dors. Non. Ah, ça y est, je suis réveillée. Ah, salut. Salut toi. Salut.
Voilà, c'est ce que j'entends par frisouille. Un vieux qui fait croire à des enfants qu'il a 3 ans et qu'il s'appelle, comment tu dis, petit Kiki? Oui, mais pas seulement. C'est la forme qu'a pris cette petite conversation inattendue. Mais admettons que ce soit moi la frisouille maintenant. Allons bon. Imagine. Oui. Je suis le poil bouclé, le cheveu crépus, je suis la mèche. Ah. Je suis l'accroche-cœur, l'anglaise, la bouclette. Tu me suis? J'essaye. Je suis le cycle, le détour, le looping, les méandres. Je suis le trait de crayon infini qui s'enroule sur lui-même. Je suis le gribouillis qui part à l'aventure, vivre l'aventure, sa propre aventure. Le gribouillis projeté en désordre vers un destin dufteux. Je suis dense et laineux, je suis touffu, je fusionne. Tu me vois, là, ici, tu me vois. J'avance en pagaille, partout en pagaille, mais j'avance vers toi. Et toi, je te vois venir. Toi, oui, moi, laisse-moi deviner. Moi, je suis le cheveu raide, le trait sévère qui biffe. Le chemin le plus court, je suis la cool, l'ennui, etc. Voilà. Et alors moi, je progresse, je me détends, je me définis dans le temps même où je te parle là, comme ça. Tu me vois comme je me détends, comme je me définis moi-même. Je te vois, je vais, je vois que tu ne vois pas très bien, mais j'y vais. Tu vois bien encore que je vois bien. Je vois tout ça, mais aussi bien derrière que devant. Je tourne surtout, je tourne autour, je tourne autour. Ah, je m'amuse, ah, que c'est amusant. Je frise, je me retourne, je boucle, je me détends. Et à nouveau, je frise, je boucle. Encore, je frise, oui, oui, le ridicule, hop, oh là là. J'abuse, non, j'assume. Mais vrouf, vrouf, glisse, glisse. Ah, que c'est amusant, ce que je m'amuse. Ce que je... Ah, hop, que je m'amuse. Hop, 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 glisse, glisse, vrouf. Bon, et qu'est-ce que tu vois? Tout, oui, c'est ça, tout. Ah, je vois tout. Et en même temps, partout, dans tous les sens, mon champ de vision est infini. Le champ des possibles de ma vision, c'est ça, tout est possible, est infini ici, là, de tous les côtés. Je tourne, je cours dans le champ, vrouf, vrouf, des possibles, vrouf, je tourne, vrouf, dans le champ, je vois partout des possibles. Tout vient à moi et je vais vers tout et tout, vers toi. Tout près, je tourne autour de toi, je te vois, tout en toi, tout autour de toi qui est là. Tout près, tout raide, tout en toi, tu es là, tout raide, tout raide, vrouf, vrouf, glisse. Ok, stop. Je ne peux pas, je ne peux plus m'arrêter. Hihi, allez, laisse tomber, tu m'énerves. Ouf, ouf, glisse, 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 frise. Bon alors, c'est quoi cette histoire de frisouille? Attends, comme ça, c'est mieux. Si tu... Ah, comme ça, là, c'est mieux. Je ne vais plus, je me maîtrise, je vais plus lentement. Là, comme ça, tu vois, comme ça, là, oui. Je tourne tout doucement, comme ça, là, voilà. Non, c'est mieux, hein, comme ça, là, c'est mieux, non? Oui, oui, c'est mieux, mais enfin, ça reste très, très agaçant. Oh, arrête tout le temps de te plaindre, là, tout le temps. Frise. Mais c'est toi aussi, tu t'arranges toujours pour avoir le meilleur rôle, celui du plus sympa, du plus cool, du plus rigolo. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Tiens, si on prend, attends, maintiens-moi la main, là, tiens-moi comme ça, que je m'arrête de tourner un peu, voilà, regarde. Si on prend comme ça, là, si on prend, je ne sais pas, des mots, une liste de mots, des mots associés aux cheveux lisses et aux cheveux frisés. Le cheveu lisse, qu'est-ce que ça dit, par exemple, le cheveu lisse? C'est toi, le cheveu lisse, ça dit discrétion, ça dit chic, ça dit élégance, ça dit beauté. Ah mais si, et oui, et ça dit aussi douceur, ça dit moderne, ça dit hygiène, et ça dit ordonné. Et le lisse, ça avantage dans une soirée prestige. Ah, et ça dit long parce que c'est élégant, ça dit désirable aussi. Oui, ça dit tout haut, partout, désir du lisse. Allez, arrête. Alors que cheveux frisés, qu'est-ce que ça dit cheveux frisés? Le cheveu frisé, ça dit indiscipline, indocilité, ça dit cheveux d'esclave, ça dit pauvre populaire, ça dit cheveux bois, mauvaise herbe, petit casque, ça dit tignasse, touffe, cheveux en bataille, ça dit archaïque et ça dit brut, ça dit indésirable, ça jure et ça crache, rejet du crépus. Alors c'est qui Vrouf, le plus sympa? Je ne t'écoute plus. Parfait. Dans ce cas, j'en profite pour te raconter une histoire de Susan Straight, relevée dans un Reader's Digest de 2002 par Juliette Smeralda. Cette sociologue martiniquaise qui a établi les 2 listes de mots, ce que je viens de te donner. Ces mots associés à lisse et à crépus, qu'elle avait recueillis d'après des témoignages dans son livre Du cheveu défrisé aux cheveux crépus. Édition Publibook, Paris 2012. Et où elle cite aussi Susan Straight. Donc, c'est ça où... Mais tu préfères peut-être que... je t'explique comment je fais pour définir mes boucles, parce qu'on me demande souvent comment je fais pour définir mes boucles. Ok, je veux bien te dévoiler mes astuces pour définir mes boucles. Tous les mois, je fais un masque qui détend mes boucles, qui les définit, qui les gaine et qui les rend plus fortes. Ensuite, toutes les semaines, je trempe mes boucles dans un bain d'huile. Ça me permet de démêler mes cheveux et de redéfinir mes boucles. Sous la douche, j'applique la méthode du scrunching, que je fais depuis 1 an. Cette méthode m'aide à définir mes boucles, je te la conseille vivement. Sinon, tous les 3 jours, j'applique un spray capillaire bouclant, toujours en appliquant la méthode du scrunching, que je te conseille vivement. Cela permet de fixer les frisottis, mais aussi de maintenir et de redéfinir les boucles. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est long de faire tout ça? Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout et c'est très rapide. Et quoi qu'il en soit,
Un moment pour définir ou redéfinir ces boucles n'est pas une contrainte, mais un moment de stop, l'autre, je préfère l'autre. Très bien. Alors, un jour en été, ça se passe en été, Gayla, une des 3 filles de Susan Strait, il y a Gayla, Delphine et Rosette, elles sont toutes les 3 métisses avec les cheveux crépus, et elle, Susan Strait, elle est blanche et blonde et elle a les cheveux raides. Gayla donc rentre d'une fête d'anniversaire où elle a passé des heures à s'amuser dans une piscine. Elle sanglote à chaudes larmes parce que ses cheveux ont drôlement rétréci, alors qu'avant elle les portait hyper longs et qu'ils lui balayaient la taille, et que là maintenant ils sont tout emmêlés et qu'ils lui touchent à peine les épaules. Du coup, on va trouver Julie, la voisine d'en face, qui s'est nattée et démêlée, parce qu'elle était la seule blanche dans l'équipe d'athlétisme de son lycée texan, et toutes elles se collent sous la véranda, Gayla, Susan Strait, Julie, la voisine texane, Delphine et Rosette, tout aussi serrées que tous les cheveux sur la tête de Gayla. Et Suzanne et Julie s'attaquent aux cheveux tout spongieux et tout fusionnés de Gayla. Elles séparent les boucles avec un peigne, avec Gayla qui pleure, Delphine qui lui tient la main et Rosette qui chante. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'elles font toutes les 5, toutes agglutinées dans la véranda? Elles démêlent et mêlent leur bavardage, elles discutent, elles se racontent des trucs. Par exemple, un livre que Julie vient de finir et qui parle d'Henri VIII et de ces 6 femmes. Alors si on était une femme à cette époque-là, on était soit malade, soit enceinte, soit morte ou enfermée dans une tour, relève pensivement Delphine. Tandis que Gayla, elle, souffle qu'elle est bien contente de vivre à notre époque en se crispant de douleur. Rosette, rien à faire, elle aime les princesses. Julie sirote son thé glacé et Susan Strait, elle, sent la main de Rosette sur sa cuisse, les épaules de Gayla contre ses genoux et la respiration de Delphine dans son cou. Et pendant que ses doigts n'arrêtent pas de tresser, Suzanne se fait la réflexion qu'elle a conscience, elle, de tout ce qui se tisse dans chacune des minutes qu'elle passe là, tout ensemble, à tresser, tisser et dénouer la matière frisée, les cheveux bouclés. Tu me vois là? Tu me vois venir? C'est encore très flou. C'est dommage parce que la joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. Ah non, pas ça. Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain? Non, non, pitié, pas de citation d'Einstein. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Bon, je t'en supplie, stop, finissons-en avec cette histoire de frisouille. Topcitation.com. Quoi? Quelle histoire? Mais ton histoire, tu tournes autour du pot depuis tout à l'heure. Je ne peux pas en placer une. Je ne vois pas de quoi tu parles, quel pot? Mais si, tu tournes, glisse, glisse, frouf. Et alors? Donne-moi ça. Non. Donne-moi ça. Non, c'est à moi. Aïe, je l'ai. Rends-le-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, arrête de pleurnicher, c'est à moi maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire? Comment ça, non? Ça part dans tous les sens, mais ça n'a pas l'air de raconter quelque chose. Là, regarde tout ça, là, et ça. Il y a comme une vue d'ensemble. Je vais raconter ce que je vois. Si, et pourquoi pas? Mais bien sûr que je vais faire semblant. On va partir de là. Comment ça? Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, je commence. C'est le commencement qui est aventureux. C'est ce que disait Jean Kelevitch en 1973 dans L'aventure, l'ennui et le sérieux, qui n'a rien à voir avec un western, non, c'est un livre. L'aventure, l'ennui et le sérieux sont pour lui 3 manières dissemblables de considérer le temps. Dans le désert informe, dans l'éternité boursouflée de l'ennui, l'aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses jardins clos. Mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux le principe de l'instant. Redevenir sérieux, n'est-ce pas quitter pour la prose amorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses, ces condensations de durée qui forment le laps de temps aventureux? Détends-toi, ferme les yeux, tu comprendras plus tard. Je continue. Donc pour certains, le temps aventureux est immédiat, plein de rebondissements et de détours, tandis que pour d'autres, au contraire, le temps aventureux est long, lent et monotone. C'est le cas de Tita Inasovi, lorsqu'elle écrit « La vie en forêt est une drogue ». C'est dans Une femme chez les chasseurs de tête, en 1934. Et elle raconte pourquoi. De la fatigue causée par la fièvre, les sangsues, de l'épuisement consécutif à l'insomnie, à la chaleur, aux bêtes, naît un abandon à la monotonie des heures, semblable à celui de l'opium. Comment quitter la mort quotidienne de cet isolement dont les préoccupations se réduisent à des besoins d'animaux? Engourdi depuis l'aube par le balancement de la pirogue, le bercement des champs, la somnolence de l'anémie, il m'arrive le soir de songer, déjà, quand mes rameurs accostent des arbres flottants après 10 heures de voyage. Pour Sauvy, le temps aventureux est long et lent à crever. Pour Jean Kelevitch, il est vécu au présent et il n'est pas sérieux. Moi, j'aurais tendance à penser que le temps aventureux, c'est les deux. Qu'en fait, il boucle, il frise, comme ici, qu'il est tout à la fois le détour et le retour sur soi rassemblés dans l'instant, et qu'il est d'un ressort infini. Je me dis que la réalité d'une aventure a beau s'étirer sans limite, il n'empêche qu'elle tient dans le récit tire-bouchonné et entortillé qu'on en fait, ou dans le souvenir qu'on en a, dans un temps ramassé et frisé. Mais l'aventure, avant tout, et garde bien ça à l'esprit, c'est l'imprévisible, l'inattendu, ce qu'on ne prévoit pas, ce qu'on n'attend pas. Tu m'écoutes?
Voilà, donc c'est un extrait, donc après ça continue. Ce sont d'autres histoires. Peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on peut passer la vidéo d'Ndaye après. Très bien. Ndaye, tu veux l'introduire ou comment tu sens la chose? J'en parlerai peut-être après. Ouais, ça marche. Good People TV, a real good quick advice for you to become a good person. I know what you're thinking. You believe that you know where to go. You believe that moving forward is everything. But moving forward is not everything. Moving forward in the good direction is everything. But there is nothing worse than something that is kind of the same, but not really the same. That's disgusting. Imagine buying something, thinking it's some precise thing, and it finally appears to not really be that thing, but a thing that is kind of the same, but not really the same. Pure treason. You're wondering how all this is going to make you a better person? Sorry, I thought that this was interesting and that you value this brilliant piece of information, but it seems that you don't. Your loss. But what do you value? Except yourself, and your dog, and maybe your mom. That's another entire question, and today is not the day to answer this one. Let's come back to the original question, the one that matters, where to go and how to get there. I already gave you part of the answer, moving forward. But moving forward is not everything. Moving forward in the good direction is everything. I don't really know who I have to thank to make me realize that. Maybe myself. I hope myself. You know, I live with my mom, so I'm not an example of independence, but maybe that time I did it alone. What happens if, when moving forward, you fall in love with someone? Does falling in love make you a better person? Should you fall in love? That's a really good question. I thought I'd be able to answer this question, but truth is, I can't. Every time I tried to talk about anything love-related, nothing came out of my mouth, except functional sentences like, "Can you pass me the salt?" Or, "Is it going to rain?" Now at least, I'm very good at functional sentences. Good like no other. I'm sure I'll soon get praised for my functional sentences, or even awarded. But why is it so hard for me to talk about love? Because I don't want to talk about something that was such a deceptive experience. Are you going to eat? Do you need a charger? You should protect your skin from the sun. There's no point for me to keep talking. You know I can play this game all day. I'm just going to keep avoiding saying what really bothers me. As I just told you, I'm really good at only speaking functional. Ce qui est drôle dans cette vidéo, c'est là où elle était montrée. Elle a été produite pour Frieze à Londres, donc une foire d'art contemporain des plus boring. Et on m'a mis dans un espace entouré de galeries genre éclatées, des galeries. Derrière moi, il y avait une galerie qui vendait pour genre 500 000 € des peintures de... Grand suspense. Des peintures de la mer, genre le mec il peint genre des petites vagues comme ça et genre et donc il y avait ma vidéo devant ça. Et donc faut imaginer que les gens qui veulent acheter ce genre de peinture se retournent et voient ma vidéo. J'ai le souvenir de cette meuf, genre une vieille meuf blanche, genre je sais pas 65 ans. Elle se retourne, elle me voit en train de lui dire genre elle doit avaler son propre liquide. Et je pense que c'est le truc le plus drôle de... ça dit rien de la vidéo, ce que je viens de dire, mais voilà. C'est une bonne intro, non? Ouais, carrément. Ma première question, donc, qui va être posée à vous tous et toutes, mais comment en fait vous êtes arrivés à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a fait écrire en fait? Bah, en fait, je me suis fait chier à avoir genre une histoire pour tout, genre une réponse parfaite, mais là, j'ai pas vraiment de réponse. Juste, j'ai toujours écrit des trucs. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais les autres questions, vous verrez, j'ai des réponses un peu genre tricks, qui
remettre des choses en question et tout. Là, Mais j'ai rien. j'avais lu une interview, en fait, Mhm. de toi. Mhm. Et en fait, où tu disais que, et ça m'avait vachement intéressé, que tu étais arrivé, en fait, enfin, que de toutes les manières, tu aurais écrit, Mhm. quoi que, quel job que tu fasses, et qu'en fait, pour toi, l'art contemporain, c'était une manière, en fait, de vivre du texte. Ah oui, Ouais. oui, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, j'ai toujours écrit, mais je pense comme beaucoup de monde, sans objectif. Mais l'art contemporain m'a donné un espace pour donner vie à ce texte de plein de manières. Que ce soit des trucs comme ça, ou de la perf, ou des installs. Oui, mais si je fais assez d'argent avec le texte, j'arrêterai l'art contemporain. Cool. Mais c'est pas possible en fait. Just a matter of time. Mhm. Et toi, Jeanne? Moi, j'ai un rapport assez domestique à l'écriture. Donc, c'est plutôt... c'est-à-dire, j'écris des mails, j'écris des lettres. Et donc, c'est plutôt à quel moment je les extrais et je me dis ça devient... ça va être une base de travail pour que ça devienne un texte plus performatif ou littéraire. Ça me semble un peu ambitieux comme mot, mais... Enfin voilà, donc c'est plutôt, c'est une pratique voilà, très domestique, plus que quotidienne. C'est un truc de cuisine, quoi. Mais du coup, c'est des prélèvements de ce réel-là. Et vous, Miss Paviani? Je pense que c'était aux Beaux-Arts, en fait. Je crois que je m'ennuyais pas mal. Et en fait, je me suis vachement amusée. Justement, on avait des cours dans les amphis, des dissertations à rendre. Et je me suis vachement plus éclatée, en fait, à me faire plaisir en fait, dans les dissertations, à tel point que mes profs m'ont demandé si je parlais français. C'était un peu... Voilà. Mais voilà, je m'amusais beaucoup là-dedans. Et ensuite, il faut dire que c'était avant Google. Et que à ce moment-là, je travaillais à la BPI et je rangeais les livres. Et donc, c'était vraiment... en fait, j'ai découvert énormément de trucs. J'ai préparé mon diplôme comme ça. Et c'était ce truc de sauter comme ça, de choses qui venaient à moi, que je mettais de côté. Et tout ça, ça a commencé à beaucoup m'intéresser. Comme pratique, en fait, de réflexion. Et ensuite, quand j'ai fini les Beaux-Arts, en fait, je me suis retrouvée comme pas mal... non, pas tous, ni toutes, mais à avoir plus d'espace, plus d'argent, plus rien. Donc du coup, ce qui est resté, en fait, c'était que l'écriture, en fait, j'avais trouvé un endroit, en fait, où j'étais finalement assez libre et en fait, où je pouvais tout faire, ou à peu près. Et voilà. Donc j'ai continué là-dessus. Et puis après, c'est aussi des histoires d'amitié, de collaboration, parce que j'ai toujours travaillé avec les artistes et en fait, je les comprenais assez bien. Et voilà. Donc du coup, j'ai raconté, en fait, leur travail d'une autre manière qu'en les jugeant ou en les accompagnant. Et quand vous vous êtes dit, en fait, quand est venue, en fait, l'oralité des textes? Quand vous vous êtes dit que... est-ce que ce que vous écriviez était directement... Vous saviez déjà, en fait, que ça allait être lu, qu'il allait y avoir une voix, en fait, sur ces textes? Ou c'est venu après? Ou ça vient dans l'écriture? Comment, en fait, l'oralité se déploie par rapport à vos textes? Moi, avant, j'écrivais des trucs totalement nuls. Genre, pas du tout... j'écrivais sur l'amour. C'était vraiment cliché et vraiment gênant. Et c'est quand j'ai décidé de devenir artiste et de faire de la performance que je me suis dit, ok, je vais écrire pour que ce soit dit à voix haute. Mais je vais gâcher tout ton truc parce que je connais les questions d'après, mais je vais quand même répondre. C'est juste par économie de moyens, en fait. Je me suis dit, je voulais travailler avec le texte, et je me suis dit, ok, il faut que je l'amène de manière orale. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire pour que ce soit oral. Et c'est là aussi qu'est venu l'humour dans le travail, parce que je me suis dit, ok, si je lis mes textes, genre d'avant, juste devant, c'est de la merde en fait. Je découvrais l'art contemporain, et j'étais allé à des lectures, et c'était tellement chiant. Je me suis dit, si je peux pas faire ça, j'aurais honte. Et donc je me suis dit, ok, faut être généreux, et le sujet n'intéressera pas forcément tout le monde, mais si c'est drôle, au moins... tu t'en fous de ce qui a été raconté, mais tu as rigolé ou tu as souri, donc c'est un gain. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à ces formes qui sont plus proches du divertissement. Donc je garde mon sujet, mais j'amène quelque chose de plus divertissant pour pas que...
Parce que moi, je vise des gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'art contemporain. Donc c'est important de donner quelque chose et pas simplement ces formes qui intéressent que les gens dans ce milieu, quoi. Oui, parce que c'était une question sur laquelle on va arriver après, mais qu'on veut arriver maintenant. C'était effectivement l'humour en fait, qui permet cette passation aux autres, quoi. Vraiment qui est le déclencheur et la possibilité vraiment de passer plus de tragique ou de passer plus d'événements effectivement personnels aux autres, hein, et de pas rester focus effectivement sur juste soi. Et toi, Jeanne? Je disais le rapport domestique avec l'écriture de mails et de lettres. En fait, c'est à la base, les textes, ils sont adressés à quelqu'un. Je le fais parce que je pense à quelqu'un. Et en général, c'est plutôt des liens, parce qu'ils sont faits pour être partagés à une personne. C'est pas j'écris un texte en pensant à du schmoll et il l'aura jamais. C'est vraiment j'ai envie de partager quelque chose. Alors un événement comique ou un événement tragique, enfin en tout cas quelque chose d'important. Et du coup, c'est en général plutôt adressé à des gens qui me sont chers, des amis, etc. Et donc, il y a un trajet comme ça. En général, la personne n'est pas disponible ou alors n'est pas proche géographiquement. Donc, du coup, je vais avoir une écriture, un mail ou une lettre, comme je disais tout à l'heure. Et donc, par rapport à l'oralité, je dirais qu'il y a une espèce de trajet qui fait frustration de l'oralité. Donc, en fait, je vais me mettre à écrire. Mais l'écrit, il est vraiment fait pour être... c'est à défaut d'être parlé. Et après, il y a un repassage, enfin, un retour à l'oralité quand il est intégré à des formes performatives. Et vous, Miss Paviani, c'est un peu une différente position, non? Oui, du coup, moi, généralement, les textes que j'ai écrits, j'ai écrit des essais aussi sans faire référence au travail d'un artiste ou d'une artiste, mais en l'occurrence, par exemple, là, en fait, c'est aussi d'amener en fait, des choses que j'ai lues qui sont très sérieuses et très chiantes en soi, si on les mettait les unes juste à côté des autres, et en fait, comment les amener pour parler du travail de l'artiste et en même temps de les enrober en fait, soit de situations vécues ou personnelles, de faire en sorte que tout ça soit amené d'une manière plutôt drôle. Et en l'occurrence, là, par exemple, pour ce texte, c'était... la première scène, en fait, c'est vraiment une scène vécue dans le bus au moment où je devais écrire ce texte. Souvent, ça se passe un peu comme ça, où il y avait vraiment un vieux qui jouait avec ce petit enfant de 3 ans, en fait. Et du coup, ça s'intègre, en fait, dans le processus d'écriture où, après, moi, je vais reparler de références que j'ai été chercher et tout ça. Et voilà. C'est un peu la vie et puis les références un peu chiantes. Alors, moi, je suis prof aussi, et du coup, il y a toujours quelque chose qui est vraiment important pour moi dans le rapport aux étudiants, c'est de voir effectivement comment, cette question en fait qu'on a déjà un peu touchée, qui est la question économique en fait. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, en fait, effectivement, il y a ce texte au départ. Et comme on disait, pour toi, Laetitia, il y a cette présence en fait dans les publications des autres et cette publication avec les autres. Et pour vous, Jeanne, Ndaye ou moi, cette présence seule en fait en scène, dans un moment, cette espèce d'économie du self, quoi. En fait, étant donné qu'on est dans des situations où on a rarement des sous, du coup, on se met en scène nous-mêmes. Et du coup, comment est-ce que du coup, Jeanne, en fait, est-ce que c'est une espèce de modèle en fait que toi aussi t'as suivi, que cette idée en fait que tu t'es mise en scène, pas pour une question d'ego, mais pour une question économique au départ, ou c'est plutôt lié effectivement à la matrice des textes en fait qui est telle qu'elle est? Est-ce que ça pourrait être joué par quelqu'un d'autre? La question économique, elle est importante, mais elle n'est pas... Alors, c'est pas la raison pour laquelle je manipule le texte comme ça. Je vois deux choses un peu. En fait, il y a... dans l'idée de l'économie, il y a l'idée des moyens du bord, on va dire. Mais pour moi, c'est un peu les moyens du... c'est un peu le fond de tarte philosophique, je ne sais pas comment dire, ou le fond de tarte artistique de en fait faire avec ce qu'on a. Voilà, c'est un peu ça, plutôt ça la nécessité qui meut le fait que je me mette en scène moi.
philosophique et, pardon, je vais dire des gros mots, mais politique aussi, en fait. On fait... Enfin, il faut faire avec ce qu'on a, voilà, quelque chose comme ça. Et l'autre point, c'est plutôt un rapport au réel et à la vérité. Bon, après, moi, il y a tout un travail sur le plan performatif que je développe, où justement, c'est de jouer avec le... Enfin, que le spectateur et la spectatrice se retrouvent un peu dans la position, est-ce qu'elle est en train de perdre ses moyens, enfin, de travailler un peu sur ce fil-là. Et du coup, il y a aussi une vraie jouissance, moi, de travailler à cet endroit-là. Et aussi, je crois, de manière plus conceptuelle, enfin plus large, je dirais que c'est un rapport à la vérité, au réel. Voilà, pour moi, la performance, c'est créer cet espace-là de jouer avec le réel, quoi. Et puis c'est aussi, vu que les contenus, ils sont ce qu'ils sont, je vais tâtonner là, je sens, mais non, mais c'est, comment dire, c'est pas parler à la place des autres. Voilà, il y a un truc de parler d'où on est, quoi. C'est de l'importance d'où on parle. Enfin, cette question qui est un peu à la base de plein de choses. Voilà, c'est surtout pour ça, moi, que je me mets en scène. Après, la question économique, elle est encore... je peux parler d'intermittence, si vous voulez. Parce que moi, j'ai une compagnie et du coup, je fabrique mes projets et je m'inscris aussi dans l'économie du spectacle vivant. Donc, ma vie a changé depuis que je suis intermittente. Voilà. Et Ndaye ? Je vais me contredire. J'ai toujours dit jusqu'à maintenant que je travaillais avec moi-même parce que c'était le meilleur outil et que la vérité, j'avais pas d'argent, donc j'avais pas d'autre choix. Et maintenant, là, ça commence à monter un peu. Je pense que je vais faire travailler des gens plutôt que... Enfin, je vais rester sur scène ou continuer à performer, mais que je vais amener des gens avec moi. Mais clairement, c'était économie de moyens au début. Et aussi, quand je me suis lancé dans ce truc d'art contemporain, je devais être certain de contrôler ce que j'allais montrer. Et j'avais pas le temps de me lancer dans chercher quelqu'un avec qui travailler ou apprendre à peindre ou je sais pas quoi. Je savais que je savais parler, on me l'a toujours dit. Et big up à mes profs de lycée qui me disaient t'iras jamais nulle part rien qu'en parlant. Voilà. Je sais pas. Voilà. Voilà. Mais parce qu'aussi, en avançant, en fait, tu apprends aussi à collaborer avec des gens, hein, où ça se fait au fur et à mesure. Par exemple, parce que bon, dans cette vidéo, c'est moins clair, mais dans les performances ou dans certaines autres vidéos, il y a vraiment la présence du costume, il y a la présence, on sent quand même une espèce de set autour. Oui, mais je travaille avec des gens, mais c'est très défini, les rôles sont définis, donc c'est pas vraiment de la collaboration. Ah, pardon, tout le monde est blanc ici. J'adore la collaboration, c'est quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant. Et dans ma pratique, je cherche à être le plus collaboratif possible. Vous n'êtes pas content, là? Non. Généralement, vous aimez bien ce genre de truc. Ben non, je collabore pas. Ça m'intéresse pas. J'aime partir de ce que je fais et que ça se déploie d'une manière qui me convienne. Et c'est là que j'amène d'autres gens. Mais ils jouent des rôles précis. Le costume, la vidéo, la voix. Mais j'ai pas d'envie de collaboration sur l'œuvre elle-même, on va dire. Je pensais plus en fait, effectivement à cette manière du spectacle où effectivement il y a des gens en fait qui sont avec toi pour certaines choses et qui montent. Oh, oui, je vais peut-être faire jouer des gens, mais je comprends pas trop où j'en suis là de ce que je raconte, mais je sais ce que j'ai envie de dire. Je trouvais. Quand je performe, j'amène le public sur scène, donc on est 40, 50, donc je pense pas avoir besoin d'amener plus de monde que ça pour l'instant. Ça, c'est une bonne réponse, non? Je sais pas s'il y a une bonne réponse ou quoi. La réponse, c'est ce qui est en rapport avec toi. Parce que là, je réponds pas. Okay. Et du coup, on peut enchaîner sur l'humour et le second degré.
Du coup, vous y avez tous un peu répondu, mais ouais, ce serait bien de faire une espèce de, effectivement, de sum-up par rapport à cette question-là. Toi, Ndaye, ce rapport, comment dire moi, je m'étais dit en fait au départ que aussi ce rapport au second degré, c'était par rapport à soi, c'est-à-dire que quand on se mettait en scène soi, peut-être qu'on avait besoin en fait de ce second degré en fait qui passait dans les textes, ou en tout cas moi c'est comme ça que je le vois pour moi. Mais du coup, comment c'est pour vous? Donc toi, tu disais que c'était vraiment aussi ce biais de donner, de faire rire et de pas faire quelque chose de boring. En fait, quand j'ai commencé à performer, j'étais très analytique de ce que j'allais faire, de ce que je devais faire, de ce qui avait été fait, non plutôt de ce qui était fait en ce moment. Et donc j'ai eu cette pensée de, faut que ce soit drôle parce que les gens qui ne seront pas intéressés, au moins ils passent un bon moment. Et après, je suis tombé dans ce truc de, j'ai eu peur d'être drôle parce que j'ai pas envie d'être un gentil nègre, j'ai pas envie d'être Omar Sy. Et donc il fallait être drôle sans pour autant tomber dans ces pièges ou être. Je voulais pas être Omar Sy, je voulais pas être un PD drôle, je voulais pas tomber dans les clichés. Et donc il a fallu réfléchir à comment amener de l'humour sans que ce soit aucun de ces clichés. Et c'est peut-être ça la partie la plus difficile avec le fait d'avoir quelque chose, un contenu drôle dans son travail. C'est pour moi l'effort il s'est situé là. Oui, c'était une certitude, mais il fallait aussi faire en sorte que ce soit fait intelligemment et que ça ne me mette pas dans des situations qui me desservent au final. Par exemple, quand tu m'as invité, j'ai bien écouté ce que tu m'avais dit. Je ne voulais pas être là en tant que clown. Il y a un truc qui tombe rapidement dans un truc un peu clownesque. Je ne peux pas trop me moquer de moi-même, par exemple, parce que je suis conscient de ce que je représente. Et ces 25 dernières années, tous les humoristes non blancs français se sont moqués d'eux-mêmes d'une manière un peu dégueulasse ou de leurs origines. Et c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas tomber. Donc il y a toutes ces questions qui rentrent en jeu quand je fais quelque chose qui serait ne serait-ce qu'un tantinet drôle. Et Jeanne ? Pardon, Jeanne ? Comment ça infuse je sais pas si ça infuse, c'est un peu le cœur de la forme, quoi. C'est un peu le cœur de la forme. C'est une sorte de sport assez naturel. Et en même temps, qui doit se nourrir, qui doit avoir des couches. J'arrive pas bien à répondre à ta question, Julie. Qu'on passe à Laetitia. Ouais, voilà. Peut-être ça va me donner des idées. Bon, déjà, moi, j'ai pas trop... Enfin, pour revenir sur d'autres questions, par exemple, sur l'oralité, par exemple, j'ai pas trop l'habitude de performer mes textes ou de les lire. Cependant, ils ont une forme très orale. Oui, oui, parce que c'est souvent des dialogues, en fait. Mais... En fait, justement, je me suis rendu compte que, en relisant mes textes justement pour cette soirée humour, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si drôles que ça à certains endroits, en fait, et que ça dépendait vraiment de la manière dont tu le performais. Et souvent, d'ailleurs, que c'était vraiment un mélange de tragique et de comique. En fait, c'est souvent pour faire passer des trucs qui sont pas drôles, en fait, que ça compense, en fait. Et je me suis rendu compte aussi des fois d'expériences en fait orales que, par exemple, un texte où j'avais fait le fameux texte que j'ai pas lu parce que justement je n'étais pas sûre de la qualité du texte lu en dialogue. Bref, mais qui avait déjà été lu, et en fait pas par moi, j'avais pas trop fait gaffe, et ça a été lu, c'est un texte sur un dialogue en fait entre une femme et son avorton. Donc là, en plus, il y a l'actualité là, en ce moment avec le film Blonde. Enfin bref, donc je voulais pas rentrer là-dedans. Mais voilà. Et en fait, ce texte a été lu par un mec et j'avais pas du tout fait gaffe en fait à m'entraîner avec lui ou lui faire lire. Et j'entendais le texte à Radio 2 et il l'a lu d'une manière mais tellement sur un ton mais complètement au 19e siècle et tellement tragique, et en fait tout l'humour tombait à plat, quoi. Donc c'est très délicat en fait ce truc aussi et avant en fait c'était Claire Finch qui est une autre autrice qui l'avait lu et c'était complètement hilarant et j'étais un peu déboussolée, quoi, par cette justement cette forme de réalité qui peut vraiment vriller, et le contenu du texte qui peut être à la fois drôle et vraiment terrible. Voilà. Et
je pense qu'on va bientôt finir, mais j'aurais voulu, parce qu'on en avait un peu discuté par mail, mais pour toi, à un moment, tu m'avais dit que oui, pour toi, vraiment l'humour et le second degré, c'était aussi créer des ponts, en fait, vers les autres. Donc peut-être effectivement qu'on peut finir, en fait, peut-être sur cette adresse aux autres. Oui, parce qu'il y avait cette histoire d'ego, et en fait, récemment, en fait, j'ai découvert d'ailleurs, là, en livre à la librairie, la Dario Fo et Franck Aramé. Donc c'est plutôt les années 70 en fait, mais ils ont écrit ces farces militantes en fait, avec vraiment ces dialogues de théâtre très très politiques, très engagés, et pour moi ça a été assez jubilatoire de lire ça après en fait, parce que c'est vraiment ça en fait, eux c'était vraiment l'humour était nécessaire justement pour faire passer des choses politiques, mais c'était vraiment très très important quoi. Et ça remonte en fait aussi au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il a beaucoup fait de recherches là-dessus. Il a écrit Mystère Bouffe, il et elle, mais elle était plus dans le jeu aussi. Elle écrivait aussi les pièces. Et en fait, de faire passer des choses comme ça, très militantes par l'humour, c'est une sorte de forme d'exutoire et en fait aussi de rassemblement collectif en fait, par le plaisir de rire et en même temps d'être ensemble dans le tragique aussi. Quelqu'un peut réagir, ou alors on peut passer peut-être à des questions qui seraient dans le public. Je peux vous passer le micro si vous avez des questions pour nos invités. J'ai une question pour Anne Daguet. Tu écris en anglais. Pourquoi? Ou comment c'est venu? Ou est-ce que ça fait sens? C'est moi qui... Alors l'anglais... j'ai un peu répondu tout à l'heure. Non, je n'ai pas répondu, mais j'ai dit que j'écrivais des trucs nuls avant, en français. Et le moyen que j'ai trouvé que ce soit pas nul, c'est de le passer en anglais. Et ça m'est resté, et je suis tellement heureux d'avoir continué à écrire en anglais, parce que ça me permet justement de sortir de la France. Et j'ai le sentiment que mon travail résonne bien en anglais. Et aussi, c'est super limitant. Par exemple, être drôle en anglais, ça m'a mis hyper longtemps. Parce que j'habitais à Londres pendant un moment. Et je suis arrivé confiant. Je disais, je suis un mec drôle. Les 3 premiers mois, j'ai fait rire personne. Je croyais vraiment que c'était la fin de ma vie. Et donc, de développer ce truc, ça m'a permis de développer une nouvelle manière aussi d'exprimer une manière plus pauvre. De plus se prendre la tête aussi sur comment arriver à faire passer un message ou un ton ou n'importe quoi avec des moyens limités. Donc c'est un super exercice pour moi. Et voilà, j'en suis resté à l'anglais. Là, je recommence à écrire des trucs en français. Peut-être que c'est nul, j'en sais rien. Je le saurai bientôt. Voilà. Merci. Mais est-ce que ça permet aussi pas une mise à distance par rapport au français, qui est aussi une langue genre super, qui peut paraître là, super lourde et aussi super, je sais pas, braquée dans son français, quoi. Ouais, grave. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a cette différence de rapport entre l'anglais et le français, c'est aussi qu'en français, si tu parles bien français, tu es extrêmement jugé. Alors qu'en anglais, ok, tu peux toujours te débrouiller et toujours être compris et avoir cette acceptation en fait des autres immédiates. Mais en tout cas pour moi, je trouve que le français est beaucoup plus discriminatoire. En fait. Ah, ça met la pression. Alors qu'on connaît tous 47 mots en anglais, donc personne n'a me juger, quoi. Oui. D'autres questions? Vous les avez là, qui sont là. Ah, cool. Merci. Il faut attendre encore un peu pour le lire. Merci beaucoup pour vos présentations. Je voulais savoir pourquoi, Julie, c'est à toi que j'adresserai plutôt cette question, savoir pourquoi tu as voulu démarrer avec l'humour, en fait, cette série d'invitations que tu vas faire autour du mot. Si tu peux... pourquoi ce choix de l'humour au départ? C'est une bonne question. Ça a été décidé par rapport au programme qui va se mettre en place sur l'année, en fait, jusqu'en mai. Il y a 5 moments, 5 temporalités, et en discussion avec le staff de la Fondation, on pensait que ça faisait sens, en fait, de commencer par l'humour. Et d'autres choses vont se lier, se délier. Il va y avoir le rapport
au texte et à la musique, le rapport aux voix dans le cinéma d'artistes. On va finir probablement par une espèce de cabaret en mai. Ouais, donc il y avait différents types de présence et aussi c'était assez instinctif en fait dans la discussion. Il n'y avait pas particulièrement en fait de choix. C'est ce qui a été évoqué quand, par exemple, quand on change de pays, effectivement, il y a une autre musique, quoi, dans une langue, essayer de trouver le bon rythme, le tact, ce qui va faire que finalement ça prend, quoi, ça marche. Et tout ça, c'est très subtil et finalement, ça dépend du public aussi, beaucoup, de comment tu t'inscris. Ce qui était drôle, c'est qu'aussi la non-réponse de la première question, de dire que de parler d'abord de l'endroit où étaient montrées ces vidéos, c'est quelque part, ça place aussi déjà une donnée importante en fait aussi, quoi. Cette question du contexte, ouais, c'est ça. Mais je pense que pour la subtilité, je ne sais pas pour vous deux, mais l'humour n'est pas le sujet, donc ça peut être qu'un deuxième niveau, et donc ça se doit d'être subtil. C'est pas le contenu en soi, et je pense pas que ce soit un choix volontaire de la subtilité, c'est juste qu'on a nos sujets et ce qu'on apporte, et ce qu'on raconte, et il s'avère que c'est amené d'une manière qui est un peu drôle. Mais j'ai pas le sentiment de... Enfin, moi je suis pas trop dans la subtilité, donc je pense pas que ce soit une subtilité volontaire. C'est juste, c'est l'espace qui est disponible à l'humour, il s'avère être subtil. Alors c'est quoi le sujet dans ton travail? Qu'est-ce que tu as voulu... pourquoi est-ce que... D'ailleurs, je ne connais pas le procédé au départ de ces vidéos, si c'était écrit au départ ou si ça reprenait des textes qui étaient déjà existants. J'ai eu le sentiment un peu d'une sorte de mime, et qu'effectivement, il y a quand même un décalage qui s'opère et qui finalement fait bugger la personne qui regarde, parce que tu appuies sur des clichés, sur des choses comme ça, quoi. Donc, tu joues aussi avec ça, quand même. Alors, pour répondre à ta question, je vais t'en poser une. Est-ce que tu es curatrice? Non. Donc dans ce cas-là, je ne répondrai pas à ta question, parce que tu ne me donneras pas de travail si je t'explique pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et Okay. comme tu es juste quelqu'un qui a le plaisir et la chance, ça te fait plaisir et que je trouve que c'est une chance de voir ma vidéo, tu as le droit d'interpréter tout ce que tu as vu à la manière que tu veux. Alors, je te répondrai que je suis curatrice aussi. Oh merde. C'est con. Dommage. Dans ce cas-là, Mais bon, c'est pas grave, je suis pas sûre que tu fasses fortune avec moi, donc rassure-toi. Si c'est une question d'argent. Non, c'est une question de... Je pense... J'aime pas trop ce truc de l'artiste qui explique son travail, parce que je pense que l'œuvre est suffisante. D'accord, elle je donne ce comprends. qu'elle Le donne. récit, effectivement, parfois peut tuer un travail. Voilà. Je comprends. Merci. Oui, effectivement, pour aucun de vous trois, comme moi, en fait, l'humour, effectivement, est né le vecteur central, mais permet, en fait, d'être un vecteur pour d'autres choses. Et de deux, il y a effectivement cette question du contexte qui est vraiment importante, la question de la langue, dans quelle langue, effectivement, on parle, mais aussi le contexte de l'humour, enfin, qu'est-ce qui est drôle et qu'est-ce qui n'est pas drôle, parce qu'on sait très bien que quand on voyage ou quand on bouge, il y a des choses qui vont marcher et des choses qui ne vont pas du tout marcher, et aussi des humours, en fait, qu'on ne comprend pas, ou en tout cas qui sont vraiment... je pense que c'est vraiment aussi extrêmement contextuel. Si personne n'a plus de questions, peut-être qu'on va se retrouver après. Je voulais remercier Ndaye d'avoir été présent et d'avoir accepté de screener le film en entier et d'avoir eu des réponses si précises. Jeanne, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. Et d'avoir performé. C'est un extrait de mon spectacle, hein, le journal intime. Et Laetitia, merci beaucoup pour le temps et pour la lecture du texte. Merci à tous d'être venus ce soir avec nous. J'espère que vous viendrez aux autres rendez-vous. Je pense qu'on se retrouvera peut-être de rendez-vous en rendez-vous. Et je vous invite à nous suivre au Café Mirette. Et voilà, merci à tous d'être venus ce soir et merci à l'équipe. Merci Julie.